Allez. Oh là là. Oh là là. Je suis pas sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Hors-Cadre. Comme d'habitude, on demande à notre invité de choisir un lieu, une passion. Et aujourd'hui, on a de la chance, on est à Annecy. Bon les amis, la passion de notre invité, c'est pas les lacs, c'est pas les rivières, c'est pas les montagnes, mais c'est les avions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à Annecy, mais on est à l'aéroport d'Annecy. Et petite surprise, on va même aller dans les airs avec Eric Weiss. Eric, comment ça va? Ça va bien, c'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Ben moi ça va, mais sympa les avions. Enfin, c'est des avions de collection, rassure-moi, on va pas voler avec ça. Alors, si, on va déjà commencer avec celui-ci qui date du tout début des années 50 et qui est un avion qui faisait de la reconnaissance pendant la guerre d'Algérie. Tu vas adorer, oui. tu vas voir, c'est Ah super. oui, parce que moi quand tu m'avais dit je suis fan d'avion, tu vois, je voyais EasyJet, Air France, et là je m'imaginais pas du tout ça quoi. C'est exactement pareil. Ouais. Bon, à une différence près, c'est que tu oublies le champagne et tu oublies les petits cacahuètes, tout ça, ça n'existe pas. Relâche ton frein, relâche ton frein. C'est un débutant ça. Ouh là là. Allez, on y va. Vas-y, pousse tout, n'aie pas peur. Voilà. On sort le bébé. Vas-y, pousse. Attends, stop. On avance un peu. Allez, on y va. Allez. On pousse. C'est fou quand même que ça se pousse si facilement. Bah écoute, j'ai déjà poussé l'avion, on va voir si on va voir si je vais résister à l'intérieur. Là, Eric, on va où? Alors, on va aller faire un petit tour au Mont Blanc, quand même, qui est le toit d'Europe. Et on va aller faire le tour de l'aiguille du Midi où les touristes montent par un grand téléphérique là, qui est très célèbre. Et après, on fera l'Italie, puis on reviendra voir le lac d'Annecy. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais de l'avion? Bah, écoute, je vais sur mes 42 ans. Et j'ai passé mon brevet, j'avais 16 ans. Donc, c'était assez amusant à l'époque, d'ailleurs, parce que j'avais un deal avec l'aéroclub qui était relativement illégal, hein, on va l'appeler comme ça, où en fait je faisais tourner les gens en avion le dimanche alors que j'arrivais en mobilette, j'avais pas le droit de conduire les voitures. Mais Alors, t'as eu le c'est comme ça permis? que j'ai dû payer mon brevet, quoi. T'as eu le permis avion avant le permis voiture? Absolument, oui. Ah ouais, j'avais pas encore le permis voiture, j'ai volé 2 ans en avion et les gens montaient, je pense qu'ils avaient soit beaucoup de confiance, soit beaucoup d'inconscience, c'est le choix. Là, les conditions de vol, on est bien, Eric? Elles sont bien. Il n'y a aucun problème sur les conditions de vol. On a l'aiguille du Midi. Alors, je sais pas si tu es arrivé à la voir, mais elle est déjà en face, en réalité. Le Mont Blanc est sur la droite. On voit presque les nuages. Et l'aiguille du Midi est juste à sa gauche. Et en face de nous, c'est le col des Aravis avec un dessus, la station de ski assez célèbre, qui s'appelle la Clusa, où Michael Youn avait fait une blague, sur le hardcore des Savoies, tu sais, c'est pas le rap, voilà. Et là, voilà, c'est la Clusa. Mais alors toi maintenant c'est banal tout ça, ça te paraît banal quand tu voles ou à chaque fois c'est extraordinaire pour toi? Je dirais qu'à chaque fois c'est extraordinaire parce qu'en fait selon les nuages, selon le moment où tu voles, selon la météo, selon l'avion dans lequel tu voles, selon l'endroit où tu vas aller, selon 1000 paramètres comme ça, en réalité je trouve qu'il n'y a jamais un bon ressemble à l'autre. T'as un bar comme ça en avion, t'as le droit d'aller n'importe où, tu dois prévenir, comment ça se passe? Ouais, donc là c'est un aéroport anti-contrôlé, donc effectivement là tu discutes avec la tour pour dire où tu es, etc. Tout ça. Il te suit au radar, toi tu mets un mode qui est un mode standard. Et ensuite, ici, on n'est pas en zone contrôlée, donc là on fait ses problèmes. Comment tu te repères pour pas savoir s'il y a un avion qui va te percuter, s'il y a... Comment ça se passe? La première chose, c'est tes yeux. Ouais, Oh, faut regarder devant soi. Est-ce qu'il y a des avions? Est-ce que, voilà. Deuxième chose, c'est la radio. On va voir, là, je viens de prévenir. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite en direct.
Ça donne un truc comme ça. La montagne des A40, on passe le cœur des Arabies en partant ainsi, direction du Blanc à 7 km. J'ai dit où j'étais, j'ai dit à quelle altitude j'étais. Ensuite, tu as l'air est découpé en vertical, selon les autres, des aéroports. Quand je vais avec cet avion en Corse, par exemple, c'est là-bas. D'accord, c'est juste là-bas. Dans 2 heures à peu près, même pas, on a 1h45, on serait posé sur l'aéroport de Bastia. Et on pourrait le faire tout de suite, on pourrait le décider et y aller. Mais si on coupe la zone de 10, évidemment que là, il faut rentrer en contact bien avant avec les différentes plateformes. Qu'elles te disent si c'est OK. Parce que là, pour le coup, on se dirait que c'est votre face à face. Ouais, voilà, c'est ça. Puis voilà, c'est ça. Et alors, tu disais tout à l'heure hors caméra. Ouais. Quand il se passe un truc, ça devient chaud, garder son sang-froid. Et plus que jamais. Absolument. Par exemple, oui, là, on voit que on est un peu court en vitesse. On va commencer à avoir des vibrations. Et l'avion pourrait tomber comme une feuille. Là, tout de suite. Tu sens comment? Là, on est court. On a 87 de 160 km/h. C'est pas beaucoup pour un avion comme ça. Donc, là, est-ce que t'es prêt à faire un gros décrochage? À décrocher l'avion et partir en vrille et on le rattrape. T'es prêt? Ouais, je suis. Allez, c'est parti. On y va. Non. Commandant, restez calme, commandant. Est-ce que tu peux? Allez. Non, on va pas le Oh putain. Ouais, tu m'as tué. Oh my god, j'ai vu ton regard. Je me suis dit, là, il va le faire, là. Il va le faire. T'as eu peur aussi, hein. Alors, vous entendez pas, mais il me répond oui. Donc, tu me disais, pour garder son sang-froid. T'as vu, j'ai gardé mon... Pas mal. De toute façon, il faut, même si le moteur s'arrêtait, en fait, faut se dire, je suis en l'air, je vole. Là-bas, tu vois, t'as des plaques. T'as vu à la hauteur où on est, on les atteindra. Ouais, en Donc fait, c'est pas grave, en pas de restant- panique, tu réfléchis, tu dis je ne panique pas, où est-ce que je vais le poser de la manière la plus facile possible. Évidemment, la plaine là-bas, évidemment on est assez haut, évidemment je l'atteindrai. Donc il y a aucune raison de stresser à ce stade, vraiment pas, faut surtout pas stresser. Après tu remplis tes protocoles, tu essaies de redémarrer le moteur, tu refais tes protocoles, mais surtout tu ne paniques jamais parce que si t'es en panique t'es mort, c'est sûr. Ouais, t'es bord d'avant. Et c'est sûr. Donc surtout aucune panique. De toute façon, j'ai mis, quand il n'y a plus de solution, il ne peut pas y avoir de problème. Et ben, c'est le moment de s'en rappeler. Si de toute façon on est dans les écrans et qu'il n'y a plus rien et qu'il n'y aura personne qui va pouvoir te secourir et que de toute façon tu veux passer à une montagne, ça ne sert à rien de paniquer, tu vas aggraver ton système puisqu'il n'y a plus de solution, il n'y a pas de problème. Ouais, mais ce qui est difficile, c'est que tu se tires à ce moment-là. Il faut Moi, se je le comprends ce que redonner. tu dis. Quand tu l'expliques comme ça, mais quand t'es dans le moment T, Eh là, c'est ben, chaud. il faut l'avoir en tête tout le temps parce que j'ai des souvenirs d'instruction avec notamment un instructeur que j'adore et qui est assez âgé et qui est de l'ancienne école de l'instruction. Et un jour, c'est lui qui m'a appris vraiment à piloter l'avion de 1949 que j'ai vu dans le hangar. Eh bien, il me disait toujours, garde ton sang-froid et tiens ton avion jusqu'au bout. Et un jour, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, parce que c'est interdit en instruction désormais, il a coupé le moteur, vraiment, le moteur s'est arrêté. Et avec l'incompression, et comme on volait pas vite, l'hélice s'est arrêtée. Et la tour de contrôle nous a envoyé les secours en pensant qu'on avait eu vraiment une avarie. Et il leur a dit non, c'est comme ça qu'on apprend à piloter. On devait le poser et on avait coupé le moteur, c'est très bien. Et il a raison. Parce que si tu es pas vigilant, si tu n'as pas appris des situations de stress, le jour où elle arrive, cette situation de stress, tu ne sauras pas habitué. Toi, il t'en est déjà arrivé? Ouais, j'en ai eu une situation de stress où j'ai fait une autre connerie, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Je m'accusais personne, j'ai oublié d'enlever ce qu'on appelle le cache-pitot. C'est ce qui permet de prendre l'air ici, savoir à quelle vitesse tu es. Et donc c'était à Cannes d'ailleurs, pas loin de chez toi, et j'ai décollé de Cannes avec le cache-pitot. Qui veut dire que tu n'as pas d'indicateur de vitesse, c'est pas une bonne idée, faut pas faire ça. C'est pour ça que c'est important de reprendre sa checklist et se dire, est-ce que j'ai enlevé le cache-pitot, oui ou non? Ouais, mais tu arrives. Comme un immobilier, comme un immobilier. Mais justement, Là, j'ai vérifié l'état du toit, oui ou non? Oui ou non? Ouais, même si C'est j'ai, non. même si j'ai 20 ans d'expérience, Même si j'ai je fais ma checklist et pareil, je vérifie mon toit. Ouais. Maintenant, je vais visiter. Et je peux pas dire parce que je connais, parce que j'ai l'habitude, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ça existe pas. Ça, c'est vraiment une belle leçon parce que souvent, c'est quand t'es pas concentré, en fait, et que tu ne revérifies pas tout. Et quand tu fais un excès de confiance, par exemple, là, on est à 116,2. À 116,2, si je fais ça, je ne risque rien. Parce que l'avion va vite. Donc, je peux pas décrocher. Ouais, mais tu peux aussi arrêter de le faire parce que, parce Si que je fais ça, moi, je je risque toujours rien. Et si je le fais à 70 nœuds,
Là, je glisse beaucoup. Donc, tu contrôles ta vitesse. Ça Et l'est en pas à ce fonction du moment-là. premier paramètre, ça l'est ou ça l'est pas. Ouais. Comme un immobilier. Ce qui a l'air dangereux ne l'est pas forcément, et ce qui n'a pas l'air dangereux l'est probablement potentiellement. Et tu me disais d'ailleurs, hors caméra là aussi, que toi, alors on va pas tout de suite parler de marchand de biens, mais t'achètes justement un bien intéressant, c'est celui où il y a plein de problèmes. Eh oui. Hein Et donc, pourtant, ça a l'air compliqué, mais parce que toi, t'as tes paramètres, ta checklist, tu sais que c'est une opportunité. En fait. Et moi, je suis entièrement convaincu que acheter un bel appartement pour le retaper, essayer de faire une plus-value et le revendre, c'est la pire des erreurs. C'est ce qui est le plus difficile de cliquer. Je dis pas que tu peux pas gagner. Je dis juste qu'à un moment donné, c'est dangereux. Parce que tu ne sais pas quel est le prix de revente. Nous, quand on achète un immeuble, même s'il est exploité, même s'il y a des problèmes, même quand ils ont pris, c'était checké. Tu sais leur donner un prix. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le mettre en pré-commercialisation. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont l'acheter. Toi, tu ne peux pas encore décaisser les fonds. Et tu vas voir si les gens sont OK pour acheter une partie de ton immeuble. C'est ta meilleure sécurité, c'est ta vitesse, c'est ta check, c'est tout ce qui va suivre. C'est ça. Ouais. Et donc, là aussi, du coup, t'as de l'expérience, t'as été formé, c'est pour ça que tu le sais. Et alors, pouvoir piloter ça, là, c'est combien de temps tu dois d'abord t'entraîner sur des machines? Ça se passe comment exactement pour apprendre à piloter un avion? Ceux qui nous regardent, peut-être que ça les intéresse. Ouais, alors, c'est plus rapide qu'on croit, hein. En réalité, ce qui est dur, c'est la théorie. Il faut quand même s'occuper un peu de théorie quand même. Il y en a pas mal à savoir. En revanche, sur le pilotage lui-même, franchement, on peut démarrer sur ce type d'avion directement. Et en 30-40 heures, tu commences à être suffisamment à l'aise pour piloter. Donc, c'est comme l'auto-école, t'es 30-40 heures. Là, on a deux manches. Voilà. Un manche, et toi, tu peux me contrôler et dire Exactement. non. Donc, l'instructeur est assis à ta place. Ouais. L'élève est assis à la place du pilote, puisque le copilote est toujours à droite et le pilote est à gauche. D'accord. Ça vaut pour les Boeing, hein, ça vaut pour les Airbus, voilà. D'ailleurs, quand vous regarderez maintenant, tu sais qu'il y a un pilote et un copilote, et tu sais qui est qui. Voilà. Et en immobilier, c'est important d'avoir un copilote aussi. Alors, en immobilier, c'est très important, à mon avis, d'avoir un copilote. Ça peut être ton avocat, ton notaire. Ça peut être, ne serait-ce que s'associer avec d'autres. Moi, j'adore m'associer. Parce que malgré tout, même si c'est toi qui reste le pilote, parce que tu es plus sachant que ton propre associé, lui, il va poser des questions naïves. Et quelque part, il va te forcer à faire la checklist. Ouais, d'accord, oui. Du coup, j'en profite puisque tu parles là de copilote, hein, pour annoncer que cette vidéo, elle est sponsorisée aussi par un pilote. D'ailleurs, c'est un de tes copilotes à toi. Je crois que tu as déjà fait des choses avec. Là, dans l'avion, honnêtement, en plus, si Eric il met un coup de volant, je vais pas réussir à le présenter. On va vous le présenter en vidéo tout de suite. Vous avez un projet de rénovation, mais vous savez pas par où commencer. Ne cherchez plus. Le sponsor de cette vidéo va résoudre ce problème. Esbat, c'est l'acteur incontournable dans le secteur de la rénovation sur mesure. Que vous vouliez réaménager votre intérieur, optimiser les espaces ou réaliser des travaux techniques, Esbat s'occupe de tout, de A à Z. Avec une équipe composée d'architectes, d'ingénieurs civils, Esbat vous accompagne à chaque étape, peu importe l'envergure de votre projet. Et c'est pas tout. Leur service client propose des diagnostics et des devis gratuits. L'objectif, vous simplifier la vie et préparer vos travaux en toute sérénité. Esbat est présent dans plus de 15 villes françaises, donc il y a forcément une équipe près de chez vous. C'est aussi une entreprise reconnue et fière d'être le partenaire officiel de la Fédération des marchands de biens, dont on a l'honneur d'avoir le président aujourd'hui. Pour résumer, Esbat, c'est une vraie solution clé en main, adaptée à tous les besoins et à tous les budgets. Si vous avez des travaux de rénovation prévus, rendez-vous sur leur Instagram. Le lien est en description de cette vidéo. Et demandez votre devis gratuit dès maintenant. Et alors, Esbat, tu as déjà bossé avec eux? Il fait partie de la Fédération des marchands de biens que j'ai le plaisir de présider et c'est quelqu'un de valeur que je respecte beaucoup. Je ne savais pas d'ailleurs qu'ils étaient sponsors, bravo. Bravo Serge, bisous. Je pensais qu'on allait avoir froid là-haut, tu vois. Maintenant, tous les avions sont chauffés dedans. Pas tous, alors, celui le peu, là, il a le chauffage, mais je ne cache pas qu'à cette altitude, tu fais pas le mari, tu vas te le faire avoir peut-être mieux. Ah ouais, bon. Et là, à l'extérieur, il fait quelle température? Alors là, il doit faire moins 10. Il fait moins 10 là. Bah là, on est presque au niveau du Mont Blanc quand même. Ah ouais, et quand est-ce que tu destines la communauté maintenant par rapport avec l'État? Bah là, si avec on voit cet avion qu'elle est en face, c'est pas bon. Après, ici, il y a des GPS, donc s'il voit que t'es dans le lac, ça va te signaler, il va te dire warning, warning. Mais là, si on devait aller, 10, c'est au bout de l'aile. Au bout de l'aile, 10. Ouais. Vous le faites combien de temps là pour aller à Nice? Oh, 1 heure. Allez. Prends le manche. De toute façon, là, il n'y a rien. On est dans des vitesses très honorables. On va garder ce plan-là. Tu veux juste prendre contact avec l'avion. Gauche, droite. Descendre, monter. Les pédales, c'est moi qui m'en occupe. Et là, les guides du midi, regardez les amis, les guides du midi comme vous avez, comme le ventre. Top, là, vous avez rarement, quoi.
Donc là, regardez les vents, là, vous voyez, ils tapent là. Vous voyez les vents sur la montagne avec la neige qui s'envole. J'étais là-bas, tu t'es éclaté. Donc Eric. Ouais. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi, sur ton parcours? Déjà, t'es originaire d'ici, quoi? Non, alors pas du tout. Donc, moi, j'ai grandi dans le Lot-et-Garonne profond. Ouais. Dans une petite ville qui s'appelle Marmande. C'est les tomates, Marmande, non? Ouais, tomates de Marmande, ouais. D'accord. Garon Rock pour le spectacle le festival de musique. En France, je dirais classique. Et puis, passion de l'avion des Jeunesse, parce qu'à 10 ans, je passais tous mes dimanches face à la piste, accroché à regarder passer les avions et à fabriquer des modèles réduits d'avions. Donc, Ah oui, d'accord. C'est vraiment, ça vient de tout petit. ah ouais, tout petit. Tu voulais être rocket, tu mettais dans un aéroport et tu voulais sauvegarder les avions, t'avais la paix. Incroyable. Donc alors, le Lot-et-Garonne. Ouais, Lot-et-Garonne, jusqu'à 18 ans. Je pensais que c'était le centre du monde, évidemment. Puis après, bon, ma mère est décédée assez jeune, donc j'ai pas mal touché ensuite, études à Bordeaux. Il y a une belle ville aussi que j'aime beaucoup. Master en économie, international business, ce genre de choses. C'est trilingue parce que j'aimais bien les langues. Et puis ensuite, un petit en Espagne. Mon père, lui, était parti vivre en Colombie. Ensuite, retour en France. Et puis, j'avais passé ce qu'on appelle une agrégation d'économie et de gestion. Donc, c'est un concours pour être prof. Et il se trouvait qu'il y avait un poste à prendre à l'IUT d'Annecy, Institut universitaire de technologie d'Annecy, n'est-ce pas, pour diriger un département qui s'appelle Tech de Beau. Je suis venu en Haute-Savoie parce que c'était mon spot favori de parapente qui est juste là. Voilà la raison réelle de mon arrivée ici, est juste en dessous. Donc j'avais revendu mes business à ce moment-là. Mes premiers business qui étaient en Espagne et en Bordeaux. J'importais des fringues du Maroc, j'étais très souvent au Maroc également. Et je les redistribuais sur le territoire espagnol. Donc vraiment quelque chose qui n'avait rien à voir avec la suite. Ah oui, d'accord. Ouais, et donc ça c'était pas plan bon, très honnêtement. Et puis j'avais un peu l'envie de repérer ce Première boîte, tu l'as ouvert à quel âge? Ah, j'étais très jeune parce que c'était tout de suite après les études, je sais pas, j'avais 22 ou 23 ans. Papa entrepreneur ou maman Non, pas du tout. Mon père était un facteur de base et qui n'a pas souhaité finir sa carrière. Donc à 50 ans, il a arrêté. Donc pas de maman. Donc en fait, non, je venais pas du tout d'un milieu entrepreneur, bien au contraire. Je venais d'un milieu anti-entrepreneur. Ouais. Ah oui, l'inverse. Ouais. Mais je pense que, pour être franc, je vais te faire une confidence dans l'avion. C'est quoi? J'ai fait ça aussi pour faire chez mon père. Parce qu'il disait quoi? Il disait les profs, ils font pas grand chose, ils sont toujours en vacances. Et il disait les entrepreneurs, ils gagnent plein d'argent. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait entrepreneur et prof. J'adore. C'est lui qui me l'a vendu. C'est lui. C'est bon. Donc alors, entrepreneur très jeune. Très jeune, tout de suite. Et J'ai ça- jamais été salarié classique de l'entreprise. Jamais. Ah, tout de suite entrepreneur. Tout de suite. Et alors, t'as revendu ce business? Là Ouais, alors pas flambant, hein, parce que revendre des trucs qui t'éclatent, tu sais bien comment ça vaut. Donc j'avais de quoi vivre, on va dire. En arrivant ici, donc je donnais la petite direction de l'unité, j'avais mon petit salaire, mais je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pouvais remonter et qu'il soit pas trop compliqué, tu vois, avoir des stocks, c'était compliqué. Je me suis dit puisque maintenant j'ai un salaire, je vais faire de l'immobilier. C'était la première fois que j'avais des vraies fiches de paie, quoi, tu vois. Donc je me suis dit tiens, je vais faire de l'immobilier. Alors j'ai acheté Avec quel un âge? premier. Avec quel âge? Là j'avais 26 ans, 27 ans, 27. Et donc j'ai commencé à acheter un appart, 2, 3, 10, Ah, 20, non. 30. Attends, doucement, locatif. Locatif uniquement. Bah oui, j'avais pas encore compris. J'ai compris bien après. Donc locatif uniquement que t'as Locatif. gardé. Que t'as gardé. Que j'ai gardé. Alors honnêtement, j'en ai plus beaucoup parce que alors ça m'emmerde un peu de devoir gérer ça, mais oui, pour débuter, c'était pratique, c'était facile. En plus, à l'époque, tu mettais pas d'apport du tout, donc comme j'avais rien, quand t'as rien, t'as rien. Alors là, tu démarres avec zéro et en fait, t'as des appartements, et t'as toujours rien mis. Tu vois. Donc c'était quand même une belle époque, ça peut la jouer. Ouais. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a quand même des trucs à astuces sur OpenPlayer, mais voilà, mais disons que à l'époque, tu pouvais le faire de manière tout à fait Ouais, c'était évidente, plus ouais, clairement. Et donc t'as mis les pieds dans l'immobilier avec du locatif. C'est ça. Ça, tu le faisais à côté de ton boulot. Ouais, parce que c'était un truc comme ça, c'était le week-end. Puis le week-end, j'étais sur le bon point. Puis j'avais un maître de conférence qui est devenu mon association pendant 22 gros business. Qui lui aussi lui, il avait une thèse en physique des particules. Rien à voir non plus. Ouais. Et tous les deux, on était en train de donner des chiffres. Ouais. Moi, j'étais en finance, lui en physique. Donc, on venait des chiffres. On était des hommes de chiffres. Ouais. Par contre, l'immobilier, pour être franc, on y connaissait rien du tout. Ok. Quoi, t'as appris sur le tas, en formant sur. J'ai appris formé sur un le peu, tas et je peux dire que ça m'a coûté aussi très cher. Je reviendrai tout à l'heure peut-être dans François parce que c'est une longue histoire. Ouais. Mais ça m'a coûté très cher parce qu'en fait, apprendre sur le tas, là pareil qu'en avion, t'as trop de confiance, tu vas en faire une brosse. Et on en a fait une.
Ah ouais, et tu tireras ça au sol. Je te raconterai ça. Et donc, ouais, tu t'as appris sur le tas. Bien sûr. Si c'était à refaire, tu formerais plus. Ah, là, aujourd'hui, les gens se rendent pas compte, et notamment sur le marchand de biens, sans faire de la pub. Pour la FFDB, même tout peu quand même. Très honnêtement, les pouvoirs de se former aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Ça n'existait pas, les formations à l'époque. Non, mais c'est ça. Marchand de biens, il y avait rien. Donc, en fait, t'apprenais comme ça. Bon, il y avait 2-3 récits, je les voyais pas arriver. Moi, je suis d'accord. Moi, t'as pas besoin de me convaincre. Moi, il faut se former. Après, moi, j'ai quand même un problème avec la formation. On va en parler 2 secondes. Mais je trouve qu'il y a tout et n'importe quoi aujourd'hui sur la formation. D'accord? Ouais, c'est un peu le problème, c'est que c'est un peu devenu, alors c'est récent, hein, parce que ça fait 6-7 ans en réalité que c'est devenu n'importe quoi avant. C'était pas comme ça, et là, effectivement, il y a à boire et à manger, clairement. Il y a des choses qu'il faut pas boire. À la suite du parcours immobilier locatif, et puis quand j'ai eu une bonne trentaine d'appartements, un peu plus, tout le monde disait, mais putain, c'est incroyable. Et comment tu fais? Je repère des endroits où, en fait, économiquement, on a du cash flow relativement positif. Alors évidemment, c'est pas Annecy, hein, là-bas ça marche pas parce que c'est beaucoup trop cher voilà, par rapport à ce que tu vas pouvoir louer, donc ça faut oublier. Mais je trouvais des endroits divers et variés en France où on achetait des appartements qui s'autofinançaient. Du coup, j'essayais d'expliquer ça aux gens, mais ils le faisaient pas vraiment. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de ces trucs-là, finalement, nous, on a décidé de devenir marchand de biens et d'acheter carrément les immeubles complets pour les découper et de revendre à des gens qui, eux, ensuite, allaient faire ça. Et c'est comme ça qu'on a démarré notre première boîte de marchand de biens, qui s'appelait IRIAS, qui voulait dire investissement, rentabilité, immobilier, accompagnement, qui existe toujours, que j'ai vendu depuis. Et voilà, et donc c'est pareil comme ça. Et on a fait 400 ou 450 euros en cumulé entre 2011 et 2007, date à laquelle genre. Et après, effectivement, la FFDB, donc la FFDB, quand j'ai revendu la boîte, quand je m'ennuie assez vite, je me suis dit, tiens, il y avait mes franchisés, il y avait des gens qui étaient autour de moi dans les réseaux qu'on avait constitués dans nos OP. Je dis, on va les réunir, on va créer une fédération, puis on va faire des opérations entre copains. Ça va être sympa. Et donc, on a démarré ça, on était 22 à la première AG, donc vraiment en esprit très familial. Voilà, maintenant qu'on est 400, c'est plus la même, voilà, mais ça reste une très très grande famille. Tu me disais, le locatif, tu peux pas dans le même type de ville que tu fais du marchand de biens. Ouais, en fait, disons qu'une fois qu'on a pris beaucoup d'expérience en marchand de biens, ou qu'on est bien formé en marchand de biens, très honnêtement, on a très envie de faire du locatif parce que la performance financière par rapport à l'énergie qu'il faut déployer, c'est pas comparable. Mais souvent, tu ne fais pas pour les mêmes raisons. Souvent, tu gagnes aussi parce que tu gagnes patrimonial, etc. Il y a moins l'esprit business derrière le locatif. Marchand de biens, c'est un métier, c'est un business. Oui, alors je pense qu'il y a potentiellement quand même une esprit business dans le locatif aussi, hein, parce qu'on peut avoir des sacrées galères. C'est une question de technicité, c'est-à-dire que pour moi, effectivement, marchand de biens est beaucoup plus technique. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que ta checklist, elle est beaucoup plus longue. Ouais. En revanche, en termes de vrais risques, ça, c'est très difficile. Toi, tu conseilles aux gens de commencer par du locatif quand même ou pas? Ou alors, tu peux te lancer direct marchand de biens? Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas besoin de faire du locatif pour aller faire du marchand de biens. Ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est pas les mêmes réflexes, c'est pas la même logique, c'est pas la même checklist. Et savoir faire l'un veut pas dire savoir faire l'autre et vice versa. Hein. C'est deux choses différentes. Ouais. Les amis, comme vous le voyez, je suis encore en vie. On est allé se balader au-dessus du Mont Blanc, c'était complètement dingue. Ça secoue un petit peu, mais Eric Weiss conduit très bien l'avion. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Hors Cadre.